Angélique Gérard, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes directrice de la relation client du groupe Iliad et présidente de 8 filiales du groupe Iliad. Pour le grand public, Iliad, c'est notamment Free et Free Mobile. Vous êtes l'auteur de 2 livres, dont le premier pour la fin du sexisme. Et on verra que dans notre échange, ça a une valeur importante pour vous, en tout cas une connotation très forte dans votre quotidien. C'est aux éditions Erol, je précise. Et puis un autre livre plus récent, L'expérience client, une histoire d'émotion, et toujours aux éditions Erol. Alors je suis ravi, comme l'ensemble des invités que j'ai dans le cadre de ces échanges pour comprendre comment les hommes et les femmes qui interviennent dans les médias se préparent, ce qu'elles ressentent, c'est quoi les trucs et astuces qu'elles peuvent nous donner, nous distiller. La première question que j'ai envie de vous poser d'abord, c'est en tant que femme, quel genre de communicante êtes-vous? Alors je pense être une communicante sincère et passionnée en fait. Je m'exprime généralement sur des sujets que je maîtrise, hein. C'est toujours mieux quand on va s'exprimer publiquement. Et si je les maîtrise, c'est parce que d'une certaine façon, je souhaite apporter un point de vue en participant à un débat. Alors on a vu pendant de nombreuses années, on le voit encore aujourd'hui, hein, que très souvent on a du mal à accorder du crédit aux personnages publics. La sincérité, c'est le nouveau modèle de la communication des dirigeants. Il faut être sincère pour être Je crédible. sais, je sais absolument pas si c'est le nouveau modèle et si les gourous de la com vantent la sincérité comme un nouveau modèle. Ce que je sais, c'est que cette sincérité, elle est importante pour moi parce que je pense que c'est important de mettre du cœur, de mettre ses tripes également quand on évoque un sujet. Et donc, c'est pas forcément un modèle chez moi, c'est quelque chose, je pense, qui est totalement personnel, que j'essaye, que je fais naturellement. Et je pense que c'est important justement pour s'adresser à quelqu'un ou s'adresser à un public. Être authentique, être soi-même, et donc ça passe par la sincérité quand je m'exprime. Alors poursuivons cet échange et essayons de l'amener sur le chemin des médias. Justement, quel est votre rapport aux médias lorsque vous êtes en phase de communiquer avec eux? Qu'est-ce que vous pensez des médias aujourd'hui? Bon, j'ai plutôt alors, est-ce que c'est important de savoir ce que je pense des médias? Je ne sais pas. Euh, je pense que les médias et notamment le travail journalistique a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. On peut avoir autant d'impact aujourd'hui en prenant la parole seul sur Twitter qu'en s'exprimant auprès d'un journaliste qui nous sollicite sur un sujet. Alors justement, quand vous êtes sollicité sur un sujet, est-ce que vous avez un système de préparation particulier? Je sais pas, ou est-ce que vous êtes très scolaire lorsque vous êtes amené à prendre la parole dans les médias? Comment vous vous préparez finalement? Alors, effectivement, c'est très juste. Je suis très scolaire. Après, la façon dont je vais me préparer, c'est que je vais d'abord essayer d'en savoir un maximum sur la nature de l'interview. Donc, ça fait partie de la préparation. Et notamment, de connaître le sujet. Parfois, certains journalistes donnent même l'intégralité des questions. Donc, il n'y a pas de piège. Donc, c'est easy. On a une durée. Moi, j'aime bien connaître la durée parce que ça me permet, en fait, de maîtriser mon timing, notamment parce que j'ai une vie professionnelle avec d'autres rendez-vous, mais aussi pour cadrer mon entretien avec le journaliste. Et puis, je suis très scolaire, donc je vais gratter, je vais beaucoup gratter, et puis je vais revenir sur ce que j'ai écrit, je vais regarder ce qui est important, je vais synthétiser, et puis en fonction des éléments que il ou elle aura bien voulu m'apporter, donc le journaliste, je vais déterminer mon ou mes messages clés. Et donc, pour les relayer à mon interlocuteur, je vais les exprimer simplement. Je pense que la simplicité, c'est ultra important. Et donc, je vais éviter, par exemple, moi, je bosse pour un opérateur telco, hein, télécommunication. Si je commence à employer un jargon technique, je pense qu'il n'y a que les gens qui sont dans ce type de job qui vont me comprendre. Et donc, je vais vulgariser un maximum pour être comprise. Je vais apporter aussi des réponses plutôt concrètes, plutôt courtes, parfois percutantes, quand j'estimerais que c'est nécessaire.
Dans ma préparation, je vais aussi me demander en fait quelles questions difficiles ou hostiles on pourrait être amené à me poser. Donc j'aime bien imaginer le pire. Comme ça, je suis préparée. On dit on imagine le pire, on n'est jamais déçu. Donc c'est ce que je fais. Et pendant l'interview, je vais avoir aucun problème en fait à répéter. Je ne vais pas marteler, asséner, etc. Mais je vais essayer de reformuler mes messages pour être certaine d'avoir été entendue. Et donc pour ça, je peux tout à fait, sur une question suivante, reformuler la réponse tout en la réintégrant dans la réponse qui correspond à la question du moment, de façon vraiment à faire passer l'idée. Et puis, j'essaye de construire en fait mes réponses autour de 2-3 points, toujours, comme je vous disais, courtes et puis structurées. Et je vais rester focus sur mon objectif. Donc, je vais éviter de me faire emmener en fait sur de nouveaux fronts. Ouais, il y a toujours cette, excusez-moi, je vous coupe la parole, il y a toujours cette appréhension, hein, cette inquiétude parfois un peu forte de se retrouver piégé ou coincé dans un angle, un peu comme sur un ring de boxe où on est coincé dans les cordes. En fait, je trouve qu'on est inquiet ou inquiète quand on ne s'est pas préparé. Ça, oui, forcément. Et quand on est préparé, finalement, on est plus dans un jeu. Donc moi, j'aime bien considérer en fait qu'il y a un jeu. Il n'y a pas forcément de délimitation, il n'y a pas forcément de règles, mais c'est à moi qui rentre sur ce terrain de jeu de mettre des règles et justement d'essayer de rester focus. Donc vous voyez, je vous ramène à ce que je vous disais, c'est de rester focus pour éviter de me faire emmener sur de nouveaux fronts. Et donc je pense que quand on est préparé, c'est beaucoup plus simple. Et puis, il faut prendre ça, en fait, moi, je suis joueuse. Et si on m'amène aussi au-delà de ma zone de confort, c'est pas forcément non plus, je dirais, grave, parce que ça peut être sympa aussi d'aller chercher, d'aller puiser autre chose et de se dire que finalement, on n'a pas trop mal réussi à la fin. Alors donc la clé, Sur si la j'ai bien, préparation, la clé, si j'ai bien compris, Angélique, c'est évidemment la préparation. Juste, question importante, vous occupez un poste avec des fonctions et de fortes responsabilités au sein de votre groupe. Lorsque vous intervenez dans les médias, est-ce que, par exemple, vous sentez une différence entre le comportement des journalistes hommes vis-à-vis d'invités hommes par rapport aux femmes? Est-ce que vous avez un sentiment un peu par moment qu'il faut devoir en faire plus et différemment des hommes pour eh bien, que sa voix passe au-dessus de la mêlée? est-ce que vous me permettez de partager un constat avec vous? Tout est possible et vous avez tous les droits. Ça, C'est Alors, j'aimerais partager en fait un constat sur ce triste sujet d'actualité de l'année 2020, puisque on est touché par la pandémie de la Covid-19, donc une crise sanitaire sans précédent mondiale, et qui touche malheureusement les personnes défavorisées et puis les femmes. Et en France, le taux de représentation des femmes dans les médias, tout sujet confondu, est passé de 45% à 22% depuis le début de la crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un phénomène typique des crises. Et dans le resserrement en fait que provoque la situation, le caractère en fait pluriel de notre société a tendance à être mis de côté. Et donc on revient à ce que l'on a toujours connu. Donc chasser naturel revient au galop, c'est un peu ça. Parce que forcément, on a eu l'habitude d'avoir des crises gérées par des hommes. Et donc les femmes sont beaucoup plus effacées depuis le début de l'année dans les médias, donc elles sont beaucoup moins invitées. Et donc c'est indispensable en fait que l'ensemble des êtres humains soient pris en compte, et d'autant plus en temps de crise et de reconstruction où les femmes ont souvent un rôle prépondérant. Donc forcément, les rares femmes qui prennent la parole, cette année notamment, doivent sans doute prouver plus. Et puis la pression n'est pas la même pour nous les femmes quand on s'exprime. pour quelle raison? Pour quelle raison c'est pas la même pression, selon Parce vous? que c'est pas un exercice classique, dans le sens où on n'a pas été éduqué en fait pour ça. C'est chut, sois une gentille petite fille, tais-toi, reste là. Enfin, c'est ça l'éducation qu'on a reçue de génération en génération. C'est aussi un peu le combat que je mène pour que les choses changent. Et puis, même si par ailleurs, faut l'avouer, les femmes parlent depuis très longtemps dans les médias. Mais en fait, c'est l'écoute sociale en fait qui doit continuer à se construire autour de ça. Et puis le deuxième sujet, c'est que forcément, quand vous êtes en minorité
faut forcément redoubler de confiance en soi, hein. C'est pas un exercice facile. Donc oui, on a besoin d'y aller 2 fois plus. Pour autant, on y va 2 fois plus personnellement au travers de cette confiance que l'on doit avoir pour se sentir légitime, pour y aller. C'est pas pour autant qu'il faut en faire des tonnes, hein, quand on est sur un plateau télé, hein. Mais c'est ça en fait les différences majeures. Selon Et je trouve vous, que cette année, Angélique, excusez-moi, je coupe la parole parce que c'est vrai que toujours à distance, c'est un peu compliqué. On ne voit pas l'autre vouloir vous dire attendez, je voudrais vous interrompre quelques instants. Mais selon vous, quelles sont les qualités majeures des femmes en matière de communication, notamment dans les médias? Qu'est-ce qu'elles amènent de différent par rapport aux interviews plus classiques dont vous parlez, qui représentées par beaucoup plus d'hommes que de femmes finalement? je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément, je dirais, de différence de prise de parole ou de leadership dans les médias. On a un petit peu de tout. On va trouver parfois des femmes agressives qui vont avoir une certaine forme d'agressivité pour faire passer leurs propos, qui est pas du tout en fait moi l'image que je me fais de la communication. Donc encore une fois, je pense que c'est important d'être authentique. Pour autant, parfois on a besoin de défendre nos idées, mais je pense qu'il faut le faire plutôt avec de l'argumentation, en tenant encore une fois le lead et aller au bout sans se faire interrompre. Voilà, quand je suis pas sûre vraiment, on a vraiment de tout hein, chez les hommes et chez les femmes aujourd'hui. Ça va être, je pense globalement, on est peut-être un petit peu plus dans l'écoute parce que c'est peut-être une qualité assez féminine. Et je pense que ça nous permet très souvent de rebondir, de bien rebondir dans des interviews, et notamment quand on est plusieurs sur une table ronde, où ça aide. Alors, je reviens, hein, je passe du coq à l'âne, mais je reviens sur une des questions initiales, sur votre façon d'appréhender une interview. J'ai bien compris que vous vous prépariez, qu'il y avait une valeur importante que vous accordiez notamment au message. On viendra sur la notion de message, mais ce qui m'intéresse là, c'est au-delà de cette préparation, j'allais dire quasi militaire, scolaire, quelle est la part d'improvisation que vous vous laissez et quelle est cette part, je dirais, est-ce que c'est dans la façon de parler, c'est dans la façon de vous habiller, dans la façon de vous comporter? Alors, la part d'improvisation, je trouve qu'elle est quand même importante parce qu'on a beau se préparer, on ne peut pas maîtriser en fait l'intégralité de son interview. Donc, il faut se faire confiance. Et donc, il ne faut pas, je dirais, avoir peur de sortir de la structure qu'on s'était fixée parce que finalement, on peut aussi prendre beaucoup de plaisir et c'est le cas hein, dans la pro. Après, effectivement, et c'est intéressant parce que dans l'impro, parfois, on peut aussi être amené à traiter des questions pour lesquelles soit on n'a pas envie de répondre parce qu'on trouve que potentiellement c'est tordu et que machin, etc., et qu'il ne faut surtout pas y aller parce que ça peut glisser. Donc, si moi, le journaliste sort du sujet qui était convenu et me pose une question que je ne maîtrise pas, ou à laquelle je ne souhaite pas, sur laquelle je ne souhaite pas m'aventurer, j'ai aucun problème à dire ouvertement que j'ai pas assez de matière pour apporter un avis ou pour lui répondre. Donc ça, je pense que c'est important plutôt que de glisser et d'aller dans des trucs qui sont après potentiellement, voilà, ça vous suit, les conneries vous suivent jusqu'à la fin de vos jours et c'est compliqué. Donc il faut pas y aller. En termes de dress code, ouais, c'est important. Moi, je soigne mon dress code. Je trouve que c'est important d'être présentable. Un truc très con, peut-être que c'est féminin d'ailleurs, mais j'ai les cheveux longs, donc j'aime bien aller chez le coiffeur parce que je trouve que les cheveux, c'est un peu la parure de la femme, et je trouve qu'être bien coiffée, c'est aussi avoir une forme d'assurance en soi, et donc c'est un point, voilà, toujours. Je choisis des vêtements généralement colorés parce que je sais que ça attire l'œil. Ça reste, et si on est 4, 5, 10 à être interviewé, forcément on va se souvenir de la robe rouge. Et comment elle s'appelait déjà, la robe rouge? Ah oui, elle s'appelait Angélique. Ok. Et donc ça aide, hein. C'est comme les petites techniques quand on vous dit qu'il faut toujours être à gauche sur une photo parce qu'on balaye toujours de gauche à droite et l'œil revient à gauche. Donc c'est des petits trucs en fait qui marquent. J'essaye toujours d'être bien assise, vous voyez, comme je suis face à vous, en fait, j'essaye d'être bien carrée, d'avoir un port de tête. Alors, je baisse un peu la tête là à cause
de l'écran qui est là, mais normalement j'ai un port de tête, c'est un truc auquel je fais attention. J'évite de croiser les jambes, j'ai toujours les pieds en fait ancrés dans le sol. C'est un peu la même chose quand je suis sur une scène, donc assise ou debout. C'est important pour moi d'être bien ancré dans le sol, d'avoir mes appuis et d'être bien profondément voilà, dans la situation. D'ailleurs, j'ai appuyé sur la table et ma caméra a bougé. C'est les petits aléas du direct. Hop. Et puis, voilà, je pense que c'est pas parce que l'interview est terminée que le journaliste a mis son manteau, a appuyé son ordi, etc., qu'il faut se dire que c'est fini. Et donc, j'ai appris ça au fil du temps. C'est-à-dire que quand on raccompagne le journaliste dans l'ascenseur ou jusqu'à la porte, on a tendance à dire des choses et à dire plus de choses. Et ça, il faut faire attention parce qu'en fait, tant qu'il n'a pas quitté le lieu où on reçoit, il est toujours, lui, en mode interview. Vous avez juste voilà, baissé les bras, vous dites c'est OK, j'ai fait le job, c'était super. Ah, puis merde, tu viens de lui dire un truc dans l'ascenseur que je n'avais pas envie de lui dire. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre garde à ça et puis être vigilant. Et même dans l'ascenseur, quand on raccompagne le journaliste, il faut rester sur son objectif. Et à la rigueur, si on se dit qu'on a un message qui est mal passé ou qui n'a pas été compris, bah, c'est peut-être un moment où lui, il a un peu baissé les bras pour lui redire ce dernier message clé qu'il n'a pas entendu et pour qu'il le garde en partant. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le off the record. Ce que vous décrivez, et vous le décrivez très bien, vous avez parfaitement raison. Hein, il est important, avant, pendant et après, de rester dans la même tonalité de fond comme de forme. Évidemment, il ne suffit pas de dire quelque chose à l'antenne et puis de dire quelque chose hors antenne, comme il ne suffit pas d'être sympathique à l'antenne et puis d'être antipathique en le raccompagnant vers l'ascenseur, ce qui serait quand même évidemment mal perçu. Je voudrais vous citer Angélique, puisque il y a une formule que j'ai beaucoup appréciée et c'est qui va nous ramener à la notion du message. Très souvent, j'ai le sentiment, notamment dans tout ce que je fais en tant qu'accompagnant de dirigeants et de collaborateurs sur la prise de parole en public au sens le plus large possible, médias ou hors médias, souvent la question qui revient, c'est la question du message. Vous savez, il y a une tendance forte qui est qu'on demande toujours aux gens, c'est finalement c'est quoi ton message ou c'est quoi ta stratégie. Mais si on reste sur le volet du message, vous avez, je trouve, une bonne définition du message que je suis allé chercher. Et vous dites, pour moi, un bon message, c'est délivrer une information capitale et s'assurer qu'il a bien été compris. Sous-entendu, hein, que vous allez devoir le répéter et aller vérifier auprès donc de cet échange que ce message a été passé de façon prioritaire. C'est la formule que j'ai trouvée vous concernant, vous la validez ? Oui, absolument. Et oui, totalement. Ah, c'est une bonne formule, je trouve, qui pourrait faire office de définition pour qualifier un message. On est dans le dernier virage de notre échange. Évidemment, vous êtes très sympa, tout a l'air fluide pour vous et c'est pas né comme ça. On voit bien que tous les conseils, astuces que là vous nous délivrez sont le fruit non pas du hasard mais de l'expérience et aussi, à mon sens, et ce que je trouve assez intéressant, de l'observation que vous avez pu faire de vos contemporains. Mais quand on a une position comme la vôtre dans l'entreprise, est-ce que finalement on n'est pas obligé un peu de modifier son comportement face à la pression et au groupe de personnes qu'on représente lorsqu'on doit notamment répondre aux questions des journalistes? Est-ce que cette pression, on l'a toujours sur soi ou finalement on arrive à s'en défaire un peu? Alors j'aimerais rebondir peut-être sur la première partie de votre propos. Vous avez raison, en fait, ça se travaille. Chez moi, c'était pas inné, par exemple. Donc, toute petite, j'étais beaucoup dans l'écoute et on m'entendait pas parler. Et quand j'ai commencé à parler, très très tard, bah forcément, j'avais des tics de langage. Et donc, j'ai dû faire des séances d'orthophoniste. J'ai pas eu besoin, par chance, d'en faire beaucoup. Mais voilà. Et puis, j'ai été timide pendant très 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 longtemps. Et je me suis agacée profondément. J'en ai eu marre, en fait, de rougir, de perdre mes moyens. Donc, j'ai commencé à lire tout un tas de bouquins. Alors, à l'époque, il n'y avait pas autant d'exercices de respiration, de trucs qu'on peut trouver sur Internet. Donc, en fait, j'ai vraiment fait un travail sur mes émotions pour reprendre le contrôle, de façon, finalement, à être à l'aise. Et c'est pas tronquer ce que j'étais, c'est que
J'ai appris en fait personnellement à gérer ces situations, à pas me laisser décontenancer. Et sur cette pression que vous évoquez, je ne suis pas sûre de la vivre aujourd'hui comme une pression. Parce qu'on parlait de ce message qu'on délivre, moi j'aime bien avoir des conversations avec les gens. Et donc, même en mode interview, en fait, j'ai pas un ton solennel, je vais pas intellectualiser mon propos, j'ai envie d'avoir une conversation qui va me permettre justement de faire passer mes idées, mes messages. Et donc, c'est pas une pression en fait. Je pense que c'est vraiment de se dire, ok, c'est un jeu, il est important ce jeu, donc j'ai envie de le gagner, évidemment. Je suis une battante, mais voilà, je vais tout prendre. Je dirais pas à la rigolade parce que c'est pas le cas non plus, mais je sais pas si je vais dédramatiser la situation de façon à être vraiment très à l'aise et à aller au bout du sujet. Et c'est plus sympa. On parlait d'improvisation aussi tout à l'heure, donc ça en fait partie. Donc quand on est dans cette phase où d'une part on s'est préparé très sérieusement pour cette échéance et que finalement on se dit ok, je vais la réussir, mais si je la réussis pas, c'est pas la fin du monde non plus. Je vais juste prendre une bonne leçon et ça va me permettre de retravailler pour la fois suivante, parce que la vie est un apprentissage, donc je pense qu'il faut aussi être humble et parfois c'est des cadeaux de la vie, hein, donc j'ai pas forcément de pression sur ces sujets-là, et parfois je peux aller aussi, je peux choisir d'accepter un interview qu'on me propose qui va me faire sortir totalement de ma zone de confort, parce que je me dis que c'est un nouveau terrain de jeu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Angélique? C'est le sens que vous voulez donner à votre propos. C'est d'avoir un esprit de rhétorique, parce que vous avez l'air aussi de dire que vous voulez gagner ce duel de l'interview. Sous-entendu, quand même, il y a quand même une notion de combat dans un échange. Ou est-ce que c'est finalement le choix des mots? Le choix des mots, la précision, la poésie des mots. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsque vous répondez à une interview? Sur quoi vous mettez l'accent? Je pense que c'est convaincre mon interlocuteur. Au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, c'est de convaincre lui qui m'interroge, parce que si j'ai réussi à le ou à la convaincre, eh bien je sais que mes idées seront passées. Donc c'est vraiment un travail de conviction et en même temps voilà, d'arriver à vendre, même si le terme vendre n'est pas très joli, parce que c'est toujours mieux finalement de faire des adeptes de quelque chose qu'on partage, mais c'est ça. Merci beaucoup Angélique, en tout cas vous êtes prêtée au jeu de cet échange avec beaucoup de spontanéité. Rappelez tout de même que vous êtes la directrice donc, de la relation client du groupe Iliad et que vous êtes présidente de 8 filiales du groupe Iliad. Iliad, c'est donc Free et Free Mobile. Et puis, quand vous avez un peu de temps, eh bien, vous prenez votre stylo et vous écrivez notamment des livres, comme moi d'ailleurs. Et le dernier en date, l'expérience client, une histoire d'émotions éditions Erol, et précédemment, puisque vous êtes engagé aussi dans un combat contre le sexisme, pour la fin du sexisme aux éditions Erol. Je vous laisse le mot de la fin. Mais vous dire merci et merci. Ça va être tout simple. Non, j'espère que voilà, c'était assez amusant également comme exercice d'être interviewé sur ces pratiques personnelles. Donc c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Vos questions me font réfléchir sur mes pratiques. Et c'était assez enrichissant et je vous en remercie.